Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque dimanche pour refaire le monde en votre compagnie, en compagnie de nos chroniqueurs également. De quoi parle-t-on aujourd'hui? Eh bien du prince Laurent qui est hospitalisé, c'est un gros coup de fatigue, nous dit-on du côté du Palais Royal. D'autres pensent que c'est plutôt un gros coup de déprime. Assiste-t-on à la fin de règne d'Elio Di Rupo? On va en parler dans un instant. Et puis aussi cette mission économique en Arabie Saoudite où toutes les femmes ont dû porter un costume local, une espèce de long voile noir, sauf la princesse Astrid. Pour parler de tout ça avec nous aujourd'hui, Xavier Magnier, bonjour. Bonjour, mon cher Georges. Bonjour à mes petites filles et bonjour à Christiane. Allez, c'est Christiane cette fois-ci. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Tout va bien? À tout le monde. À tout le monde. À tout le monde. Bonjour Alain Raviard. Bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien? Très bien, merci. Vous allez en forme, effectivement. La pâtisserie, je crois, hier. Hein la pâtisserie hier. Bonjour Michel Henrion. Salut à toi, Georges. Allez, on commence tout de suite avec les coups de gueule de nos chroniqueurs. Et on commence avec vous, Xavier Magnier, Oui. l'affaire Sarkozy, qui défraie la chronique en France. Des écoutes téléphoniques contre lui et son avocat, notamment, provoquent la polémique, puisque une phrase a été mise en avant cette semaine. Les bâtards de Bordeaux. On aurait entendu donc Nicolas Sarkozy et son avocat parler des juges dans ces termes-là. Je crois que la logique essentielle, c'est la chronologie, parce que c'est la logique de Dieu et que toutes les causes précèdent les conséquences. 1. On écoute Sarkozy. 2. Mediapart, qui a le même avocat que François Hollande, l'apprend, connaît les textes. 3. On publie les textes. 4. Sarkozy réagit par une lettre dans le Figaro. Une lettre ouverte, et oui. 5. Tout le monde se pose des questions d'éthique, de morale, de procédure. Je crois que la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que c'est un bonheur pour Sarkozy, parce que, indépendamment des problèmes intellectuels qui se posent, un verre est dans la pomme. Il y a dans la procédure une nullité énorme des droits de la défense. Pourquoi? Parce qu'on a mis sur... Parce qu'on a mis sur écoute avec son avocat. Oui. Et qu'on a Avec précisé. son avocat, quoi de mieux? Eh bien, dans ce cas-là, en dehors de toutes les procédures, par un procédé de fait, on est en plein dans l'erreur de procédure, dans la nullité, et vive Strasbourg et vive les droits de l'homme. Ok, donc voilà un point de vue. Avant de venir vers Emmanuel en face, on en pense quoi? Eh bien, que Sarkozy est un animal blessé, parce qu'il sait très bien qu'on essaye de l'empêcher d'être candidat à la prochaine élection à la présidence de la République. Et sa réponse, notamment par rapport à la tribune qu'il a publiée dans le Figaro, c'est évidemment énorme, parce que plus c'est gros, plus ça passe. C'est totalement dans son style. C'est gros quoi? Sa défense, vous voulez dire? Oui, sa défense, elle est stupéfiante. Elle a sidéré toute la France, cette lettre dont chaque mot a été pesé. Mais Sarkozy et son avocat, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas des perdreaux de l'année. Ils savaient très bien qu'ils étaient écoutés depuis 6 mois. Ils savent très bien qu'ils ont effectivement tenté d'influer la justice. Donc c'est une position de défense. Vous êtes sûr qu'ils savent qu'ils sont mis évidemment, sous écoute au moment où ils parlent et au moment où ils parlent des juges dans ces termes-là? Ils changeaient de téléphone, ils faisaient de fausses conversations, etc. Donc ils savaient très bien qu'ils étaient écoutés. Et évidemment, tout ce système, c'est un système de défense pour apparaître, effectivement, Sarkozy, comme une victime, qui a 6 dossiers sur le dos, apparaît comme une victime. C'est-à-dire qu'il est une victime, il sait qu'il est une victime, mais ce n'est pas parce qu'il sait qu'il est une victime qu'il cesse de l'être. D'ailleurs, moi, on m'écoute. Alain. Allô? Allô? La lettre qu'il a écrite, ou en tout cas avec ses collaborateurs, est splendide. Elle est vraiment très bien torchée. Oui. Maintenant, évidemment, elle est éminemment critiquable. Il y a un élément qui est fondamental, c'est que c'est une vraie lettre de campagne électorale pour 2017. Il dit « Je n'éprouve nul désir de m'impliquer aujourd'hui dans la vie politique de notre pays ». Tout est dans le aujourd'hui, évidemment. Et vous savez, en politique, c'est comme une enquête judiciaire. On ouvre et on ferme des portes. Ici, c'est une porte qu'il a écrit ouverte. hier, oui. Alors, c'est déjà plus aujourd'hui. Une question se pose, évidemment. Emmanuel, avant de vous donner la parole, un extrait. Pourquoi? Parce que certains disent que les éléments à charge de Nicolas Sarkozy sont notamment publiés par un groupe de presse qui est Mediapart. À la tête de Mediapart, c'est Edoui Plenel. Et voici un extrait d'une conversation qui date de 2010 entre François Hollande et Edoui Plenel. Écoutez ça. Tu n'as pas encore arrêté le délinquant Non, je fais mon travail. Voilà. Là, vous avez fait plus que le travail. Voilà. Bon, on essaye de... Ouais, il a tout dit. Alors Emmanuel, est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que certains pensent qu'il y a une collusion entre le pouvoir socialiste en place aujourd'hui et une certaine presse pour casser Sarkozy, parce qu'évidemment, il fait peur, le retour de Sarkozy, ça fait peur à la gauche. On peut logiquement se poser la question. Alors je suis désolée, mais j'ai plein de petits papiers
parce que Plenel, je me suis intéressée à lui. C'est quand même lui qui dénonce les scandales et qui après se trouve un petit peu martyr. Alors, Eddy Plenel, mai 2012, donc juste après la campagne électorale, pour quelqu'un qui est neutre, on verra qu'il ne l'est pas tout à fait. Qu'est-ce qu'il met sur Twitter? Donc on peut le retrouver. Un Sarkozy perdant et perdu, un Hollande battant et digne, à nous tous de faire le reste, refonder la République. Ok, et mais ça relever c'est une la opinion, France. Emmanuel. C'est une opinion. Est-ce Il qu'on faut peut savoir- imaginer qu'il est instrumentalisé par la gauche aujourd'hui, par le... Non, instrumentalisé, non. En tout cas, il a ses opinions, comme peut-être tous les journalistes. Moi, ce qui me dérange, c'est plutôt tel fut pris qu'il croyait prendre. Parce que toujours en faisant quelques recherches, il faut savoir que Plenel a été lui-même mis sous écoute il y a déjà longtemps, à l'époque de Mitterrand. Et il avait lui-même, alors qu'il était écouté, il s'était un petit peu attaqué à un ancien ministre de la Défense. Et qu'est-ce qu'il dit à propos de ce ministre? Il faut le dégommer politiquement, l'assassiner politiquement. À propos d'un ministre. À propos d'un magistrat, il dit « Un de ces jours, on l'aura dans le collimateur ». Interrogé à ce propos, qu'est-ce qu'il dit? Et c'est ça qui était très intéressant. Je n'ai à répondre que de mes actions publiques. Dans le métier de journaliste, ce qui compte, c'est ce que nous publions, disons au micro ou à l'antenne. J'ai le droit de déraper au téléphone. Eh bien, c'est exactement, sans doute, ce qui s'est passé entre Sarkozy et son avocat. Ok, un dérapage donc la au question téléphone. aujourd'hui, c'est Non, est-ce et qu'on du Plenel, instrumentalise non, attendez, une et à certaine un moment, presse pour faut pas- démolir? Non. Si on fait une démonstration, il faut aller jusqu'au bout. C'est du Plenel, c'est Mediapart aussi qui a eu la peau, si on peut dire, de Cahuzac. Oui. Donc voilà, et à un Ministre moment, socialiste. À voilà. ce moment-là, Attention, non, Hollande bon. téléphone à qui? À l'avocat de Mediapart. C'est qui bon, est- Ok, mais il flingue quand même. Il flingue quand même. non, Cahuzac Il a dû flingue, partir. mais à ce moment-là, Hollande Xavier, téléphone à l'avocat voilà, de encore un petit Mediapart en mot, disant oui. je veux Non, des preuves. Donc il y a quand même une collusion. Il y a, En droit belge, il y a notre j'arrive, article 90 du Code d'instruction criminelle qui définit de façon stricte les conditions dans lesquelles on fait des écoutes téléphoniques. Quelle est la nature des suspicions? Quelle est l'importance de l'affaire? Oui, mais enfin, sous quelle j'imagine forme, ici que bref. les magistrats sont au courant, puisque c'est eux qui les commanditent. Oui, mais en France, il n'y a pas un texte pareil. Ah, ok. Nicolas Sarkozy sait très bien évidemment, il y a des gens à gauche qui voudraient qu'il ne soit pas candidat à la prochaine élection présidentielle, mais surtout des gens de droite qui n'ont aucune envie à l'UMP de le voir revenir comme candidat. Donc les complots peuvent venir certainement de gauche, mais énormément aussi de la C'est ça, droite. même à droite, on a intérêt à ce qu'ils ne reviennent pas. Et peut-être Évidemment, on alimente il y a aussi. plein d'ambitions. Mais quand vous voyez comment plusieurs leaders de droite se positionnent pour 2017, la présidentielle, que ce soit François Fillon, Copé et les autres, évidemment, il y a d'abord une guerre interne. Vous savez, généralement, les coups bas, c'est parmi les pairs. Vous devez les chercher bien souvent. Ah, Au niveau de ses amis. Ce qui est dingue ici, c'est que les prochaines élections, c'est 2017, on est en 2014, et les précédentes élections, c'était 2012. Et donc on parle déjà maintenant On de est déjà 2017. mal, quoi. ouais, oui, C'est hallucinant, Tout à fait. au lieu de penser maintenant. Mais la Bon, lettre allez, de Sarkozy, justement, si elle est sortie vendredi, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on vote aujourd'hui en France aussi. Oui, hein. oui, bien sûr. Vous voyez, Bien donc sûr. c'est pour ça que je parle de campagne électorale. Allez, feuilleton politico-judiciaire passionnant que nous suivrons bien entendu. À vous, Emmanuel, on va commencer votre coup de gueule par un petit selfie, l'image d'un petit selfie. C'est une étudiante qui pose sur Internet à côté d'un cadavre. Ouais. Alors, bon, tout ça, ça peut paraître un peu glauque, mais en fait, c'est aussi pour symboliser un message qui est aujourd'hui général, c'est que on manque de cadavres pour la recherche scientifique. Exactement. Et il y a un C'est- appel qui a été lancé par les C'est même universités pas dans un notre coup, pays. un coup de cœur ou un coup de gueule, c'est un point d'interrogation. Ça fait depuis que l'information est sortie au début de la semaine. Donc qu'est-ce qui se passe? Les universités manquent de cadavres pour que les apprentis, enfin les élèves Donne médecins, ton corps à la science, voilà, comme on a puissent l'habitude de le s'exercer. et- J'arrête pas de le lui demander. Elle veut donne ton corps à la Donc, science. pour Je ne suis pas l'instant, si con. il y a un cadavre pour en moyenne 10 étudiants, quelque Oui, chose oui, comme oui. ça. Et donc ici, il y a un appel des universités en disant s'il vous plaît, si vous êtes non-croyant, donnez votre corps, ça peut aider les prochains médecins. Ça, je trouve aussi. Oui, ça peut aider Ah ouais. peut-être. Et donc c'est une véritable interrogation parce qu'on sait qu'on a besoin de sang, mais les gens donnent quand même peu de sang. On sait qu'on a besoin d'organes. Maintenant, il y a une loi qui fait Et quoi, qu'on il faut est donneur signer un de- document? Ici, il faut signer. Alors, est-ce que oui ou non, les téléspectateurs qui nous écoutent seraient prêts, puisqu'ils sont non-croyants et donc ils ne croient pas à une vie, de donner leur corps à la science pour simplement aider Donc il le faut y progrès. penser de son vivant, Il faut c'est y- pas la famille qui peut décider. Non, la famille, par contre, va récupérer le corps après et va devoir faire des funérailles. Dans Donc, quel état?
dans lequel état, tu n'es pas obligé d'aller voir non plus. Mais c'est quand même à ça qu'on pense. C'est quand même à ça qu'on pense aussi. Xavier. Moi, je crois qu'il faut féliciter les donneurs de sperme. D'accord, merci Xavier pour cette intervention. Michel? Oui, Georges. Pourquoi ce blocage par rapport à ça? En étudiant ce sujet formidablement ludique développé par Emmanuel, n'oubliez pas la contribution de Xavier. C'est le même problème au Canada, et là, il y a un cadavre qui est bien connu, qui est célèbre, il s'appelle Gérard. Il est mort à 89 ans et il sert depuis 15 ans aux étudiants en médecine. On le surgèle, on le décongèle, on le coupe, on le retourne. Voilà. Bon. Dimanche midi, désolé. Voilà. Alain? Bon appétit. J'espère que mon corps n'arrivera jamais sur une table d'université parce que simplement, j'espère que tous mes membres serviront à sauver d'autres vies. Donc, par le don d'organes. Vous pensez plutôt au don d'organes, vous? Ça n'empêche, on peut faire... Bien sûr, c'était une... Il faut savoir, puisque c'est un... Peu importe la culture, peu importe la religion, c'est quasiment... Il y a un déficit de cadavres dans toutes les régions. Et il y a pour l'instant des cadavres artificiels qui ont été créés et qui fonctionnent comme un corps humain pour pallier à ce Un jour, un avocat en Amérique interrogeait un expert et a dit, quand vous avez fait l'autopsie de monsieur, est-ce que vous étiez certain qu'il était mort? Oui, vous aviez pris son rythme cardiaque? Non. Sa tension? Non. Un électro? Non. Alors, comment saviez-vous qu'il était mort? Parce que son cerveau était dans un bocal, maître. Et alors, ça veut dire qu'il soit mort? Oui, parce que ce n'était pas un avocat. Ah, joli, joli. Alors, justement, notre chroniqueur de choc, lui, est sur le terrain pour tenter de dénicher des cadavres qui pourraient être destinés à la science. Stop. Effectivement, Georges, on est confronté au niveau du corps médical à ce problème de pénurie de cadavres pour les étudiants en médecine. Alors, c'est vrai, les gens ne pensent pas à faire signer ce fameux formulaire de don d'organes. Alors, c'est vrai qu'on a recours à des pratiques un petit peu limite pour faire signer ce formulaire. Voilà. On peut directement aller vers la morgue, je pense. Hein. Oui, ça va, ok. L'hôpital ne sera pas nécessaire. Ça fait déjà un. Allez, voilà. Ça fait déjà un, comme dit Stoph. Alors, on passe à vous, à votre coup de cœur, coup de gueule. Alors qu'on dit qu'après les élections fin mai, la Belgique va être déchirée, eh bien, c'est un Carolo qui va représenter la Flandre à l'Eurovision. Axel Hirsou, on l'écoute d'abord et puis on entend votre intervention. Quelques notes. Voilà, on l'appelle le Pavarotti wallon. C'était la semaine passée. Alors le moment de cette émission n'est pas anodin puisqu'on est au lendemain de la prestation de Bart de Wever aux Oscars de la télévision qui est habillé en panda. On remarquera quand même l'analogie, c'est qu'on a l'impression que aussi ce brave Axel ressemble un peu à un panda aussi. Oh, vous êtes méchant. Mais non, mais il y a les formes, il y a le costume noir et blanc. Donc c'est un week-end très panda. Et donc ce qui est extraordinaire aussi, c'est que dans les déclarations de Axel Hirsou, c'est que finalement on se dit si c'est pas un cheval de Troie ce gars-là, parce que qu'est-ce qu'il dit en interview? Je suis fatigué mais je lutte. Donc vous voyez, le wallon est fatigué mais il lutte. Et moi je suis belge, j'ai vraiment envie de dire aux gens que ok, je suis wallon, qui est parti en Flandre faire le casting de l'Eurosong, mais le pays que je vais représenter c'est la Belgique. Elio Di Rupo n'aurait pas pu dire mieux. Pensez donc que c'est quelque part. Et donc comment on doit interpréter ce truc? J'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur YouTube, Axel Hirsou a fait 25 000 vues. Bart de Wever en panda en a fait 110 000. Ah, donc pas assez. Michel? Il n'y a que ceux, Georges, qui font une fixette sur la NVA ou qui ne comprennent pas bien l'évolution de la Flandre, qui s'étonnent qu'on ait choisi un francophone. Il y a plein de francophones qui sont populaires en Flandre. Il y a Stromae, bien entendu. Il y a eu Justine Henin, il y a les frères Borlée. Il y a eu des Rupo dans les sondages d'opinion. Il y a même des Rupo. La Flandre a formidablement évolué. Le problème n'est plus linguistique. Le français n'est plus une barrière. Le combat nationaliste flamand, ou le combat flamand, il est socio-économique, il n'est plus linguistique. Donc ceci... C'est vrai que ça montre qu'ils font la part des choses aussi. Ils font la part des choses entre ceci n'est plus la une barrière. culture, entre guillemets. Ok. Emmanuel, Xavier, une réaction par rapport à ce wallon qui va représenter la Flandre? D'abord, laissez réagir, Emmanuel. Moi, j'ai envie de dire que j'en ai un petit peu marre des gens qui pensent que tout est politisé. Ici, ils chantent admirablement bien. On aime pas ce style. C'est de l'émotion, quoi. C'est de l'émotion.
émotion, les gens ont voté pour lui, et je ne pense pas qu'une seule fois, on dit on va nier le VA et tout ça. Non, voilà, coup de cœur, et puis c'est tout. Vous faites très bien. Mais ceux qui veulent. Xavier? Moi, j'étais très populaire à Knock, au Oui. temps où il y avait la place Ça, c'est Albert vrai. avec les On se terrasses. balade à Knock, je vous assure qu'il y a des... Il n'y a plus de des terrasse jeunes place filles d'un Albert, âge- on m'a d'un âge coupé tout, c'est incroyable. et voilà où j'en suis. On parle que À la de lui télé. là-bas. C'est À la Ok, télé, donc le bonne dimanche chance matin. Ben à oui, Axel Hirsou. En tout cas, toute la Belgique sera derrière Ça lui. n'avait pas tellement bien marché. Hein. Le Palais des Sports n'a pas été rempli. Non. Ce truc n'avait pas trop bien marché en Flandre. Mais là, faut aussi savoir, hein. maintenant, ça. Et un truc amusant ça prend aussi, des sorts. c'est que c'est le 10 mai, je crois, la finale, le 15 jours après on vote, et sa chanson c'est Mother. Et le 25 mai, c'est la mère des élections. Ça, c'est un petit clin d'œil sympa. Ouais, Ah on oui, va tiens. loin, notre ami Alain. Mais ouais, mais tout ça n'est pas le fruit du hasard. Michel, on passe à vous. Oui, Et Georges. alors, écoutez ces analyses politiques de la semaine, puisqu'il semblerait qu'on assiste à la fin de règne du gouvernement Elio Ier, Ah oui. avec les luttes intestines. Oui. On peut parler de l'adoption du double Oui, nom, voilà, on peut ça aussi peut- parler de quoi d'autres dossiers qui ont Qu'est-ce que qui tu ont en fait mal, penses, hein. Michel? C'est un peu boxon, mais Ça la fait un fin, peu boxon, oui, hein. la fin de gouvernement. Mais on voit maintenant, on va voir Elio Di Rupo qui va passer de plus en plus du statut de Premier ministre à celui de président en titre du PS, ce qu'il est, candidat, toujours réellement. Et on va se retrouver devant un immense paradoxe, c'est-à-dire que Elio Di Rupo va mener campagne en disant partout qu'il a stabilisé le pays. Or, pour lui, s'il veut espérer se succéder à lui-même, la seule situation qui pourrait le servir, c'est qu'il y ait, le lendemain du 25 mai, une certaine instabilité. Comme lors des dernières élections. Ce genre-là. C'est-à-dire qu'on ne parvient Oui, pas oui, oui. à Pourquoi créer une coalition, quoi. Parce qu'en Flandre, tous les partis... Il y a deux éléments. En Flandre, tous les partis maintenant font une fixette sur le socio-économique. Donc, ils considèrent que ce qui s'est passé sous le gouvernement Di Rupo, la 6e réforme de l'État, c'est très bien, mais c'est derrière Mais nous. ce n'est pas l'essentiel aujourd'hui. Et donc maintenant, retour au business ordinaire, c'est-à-dire que le CDNV se revoit très bien, réoccuper le 16 rue de la Loi, qu'il considère comme étant un peu chez lui. Et deux, c'est très important, autre handicap, il ne faut pas oublier que 60% de l'électorat belge, il est flamand, que dans ces 60%, la majorité vote centre-droit, si pas beaucoup plus à droite, et que la gauche, en Flandre, ne représente plus. Si on additionne C'est les ça. socialistes flamands, les écolos flamands et le PTB flamand, ce n'est jamais en Flandre, ce n'est que 21%. Donc, dans C'est ces la plus conditions... longue phrase de l'année. Alors, ok. Donc, Emmanuel, On a compris que ce serait compliqué. avoir dans ces conditions à nouveau un Premier ministre qui soit socialiste et wallon, ça ne va pas être évident. Ça va pas être de là. Le prochain Premier ministre sera flamand? Mais vous savez, Churchill a gagné la guerre, il a perdu les élections. Hein. Donc on est un peu dans ce scénario-là. Et finalement, le scénario tissé par le PS, à savoir un Paul Magnette qui tire à gauche, un Elio Di Rupo qui a sauvé le pays et qui continuera à le faire. Ce scénario-là, aujourd'hui, on sent que c'est un peu boiteux parce qu'on n'est plus dans ce trend, tiens, la Belgique en danger ou non. Maintenant, attention, jusqu'au 25 mai, c'est encore un siècle, le scénario peut changer. Mais par rapport à la coalition, ce qui se passe aujourd'hui est un peu normal. C'est comme ça, toujours Oui, fin oui. de législature. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que sur le vote du double non, on a eu 71 oui sur 150. Ouais, Alors c'est passé, donc mais vous avez même plus même pas la arithmétiquement moitié, ouais. de majorité de oui. Hein, bon, il y a eu les abstentions. Donc arithmétiquement, la coalition, quelque part, n'existe plus. Et d'après ce qu'on peut savoir, c'est qu'à la chancellerie, on était quand même fort nerveux sur ce vote-là, parce que ça entache quand même la fin de parcours de ce gouvernement. Et puis les noms d'oiseaux qui ont volé, c'est par le langage aussi qu'utilisent les politiques qu'on voit qu'une coalition, ben voilà, Oui, il ils parlait ont couché de ces ensemble. gens-là, les membres de la même coalition se traitaient de Voilà, ces gens-là. conservateurs, dogmatiques, Ok. etc. Et donc voilà, on est passé de la chambre commune à la chambre à part maintenant. Xavier, vous imaginez? Je crois que Poutine et la Crimée ont les yeux braqués sur nous. Ah, vous croyez? Et se demandent franchement quel gouvernement on va Mais avoir, vote, hein. parce qu'ils se demandent aussi quelles sanctions nous prendrons. Non, il vote la semaine prochaine, je Non, crois, dit non? Joe. Non, dit Joe. Non, dit Joe. Ah ben oui, Alors, Gorfondo. Emmanuel, vous Dans les deux imaginez un prochain Beurre Premier d'homme. ministre wallon, Elio Di Rupo, ou ce sera un flamand? Non, j'imagine rien du tout. Je pense simplement que Elio Di Rupo est en campagne depuis le début, mais grand bien lui fasse. Et un peu comme on parlait de Sarkozy, qui est tout le temps à la une de l'actualité, Elio Di Rupo n'a jamais enlevé sa casquette de président de Non, parti. mais il a enlevé sa chemise. Il a enlevé sa chemise, oui, c'est vrai. Bon, ok, on verra ça. Hein. Il reste quoi, 2 mois maintenant? On passe tout de suite à la polémique du jour. Jusqu'à présent, on s'entendait bien. On parle maintenant du prince Laurent qui a été hospitalisé cette semaine. En tout cas, on l'a appris cette semaine. Du côté du palais, on communique en disant qu'il est victime d'une grosse fatigue.
D'autres sources parlent d'une grosse déprime. Dans l'opinion publique, certains soutiennent le prince Laurent en disant que voilà, tout le monde a droit à avoir un coup de blues, un coup de fatigue. D'autres disent qu'il est payé pour travailler, que son boulot n'est pas exténuant et que donc on ne comprend pas pourquoi on fait autant de ramdam autour de cette affaire. On commence par vous, Michel Henrion. D'abord, moi, je voulais savoir, en fait, quand j'ai écouté l'info et que j'ai écouté les réactions en radio le jour où on a appris tout cela, les réactions des gens étaient assez virulentes en disant... Grosse fatigue, mais de qui on se fout? Nous aussi, on se lève tous les jours à 5, 6, 7 heures du matin, on fait nos 12 heures de boulot, arrêtez quoi. Et est-ce que vous pensez qu'il y a déjà à la base une erreur de communication de la part du palais, en parlant de fatigue? Il y a une formidable erreur de communication. Mais évidemment, le palais n'avait pas été informé cette fois-ci de l'hospitalisation du prince. Donc même au palais, on ne sait pas qu'il est hospitalisé. Non, la princesse Claire... Ces gens ne se parlent pas en famille. Non, la princesse Claire n'avait pas non plus informé. Donc c'est le signe qu'il y a tout de même pas de formidables relations entre le prince Laurent, la princesse Claire et le roi Philippe et le reste de la famille royale. Okay. Mais c'est un peu la même erreur qu'il y a une quinzaine d'années, quand le prince Laurent avait déjà été hospitalisé à la Ramée et où le palais avait communiqué que c'était une mauvaise grippe alors qu'il était en cure de sommeil pour des problèmes effectivement de dépression. Donc, c'est un peu dur de dire qu'il est en psychiatrie. Hein. Et on peut comprendre à ce moment. Il a déjà été, donc c'est pas... Donc cette mauvaise communication déclenche chez pas mal de gens, d'hommes de la rue, qui disent oui, mais moi je travaille tous les... bien sûr. Et je suis aussi fatigué. Et voilà. Et j'ai pas chez moi des gens qui font le ménage ici et là. Alain, erreur de com. C'est incroyable. Je veux dire, sur le timing, alors le palais n'est pas informé, soit, mais ça veut dire quand même que ça ne fonctionne pas bien dans cette famille royale et dans les services, y compris de renseignement. 2, le mot fatigue. Effectivement, j'étais vendredi dans les studios d'RTL et dans le bel RTL Soir, les gens ont dit fatigué, c'était un déluge. Mais quelle maladresse du mot employé par le palais. Il est fatigué. Ah oui, tiens, voilà, vous avez travaillé 2-3 jours. Les gens étaient révoltés. Non, mais vous croyez que c'est par pudeur? On n'a pas voulu dire, il a un coup de blues, la un coup de déprime. C'est fermer aussi, je disais tout à l'heure, c'est fermer des portes et être clair. Et aujourd'hui, miser sur le fait que ça ne se saura pas et qu'on utilise des euphémismes, ça ne marche plus. C'est une communication du XVIIIe siècle. Xavier. Moi, je crois que je ne vais pas en parler pour ne pas participer au ramdam que nous critiquons. Et de 1. De 2, j'habite trop près de l'avenue de la Ramée pour persister. J'habite en face et je crois que je suis un petit peu en péril, même si Michel me regarde d'un air navré. Mais Michel comprendra que je suis très fatigué moi aussi. Mais alors, franchement, très souvent, on tape sur le prince Laurent. On a tort. Mais si c'est le ça palais peut qui arriver à tout le monde d'avoir un coup de blues, ça peut arriver à tout le monde. On aurait dû utiliser des mots justes. Évidemment. Ça lui arrive souvent. En communication. Si ou ça ne regarde on parle personne. de la com a été mal faite, nous sommes d'accord. Ou alors ça ne regarde personne, ça peut être un problème privé. Ça ne regarde personne, et s'il faut faire de la communication à tout prix, il faut le faire avec un peu plus de tact. On a peur des mots, on triche, on dit fatigué au lieu de dire simplement il est en dépression, point. Emmanuel. Moi, tout ça m'énerve, mais alors au plus haut point. Je me pose des questions sur la société dans laquelle on vit. Quand on voit un homme d'affaires qui prend des risques, qui gagne de l'argent, on le critique parce qu'il gagne de l'argent. Vous vous rendez compte maintenant, en 2014, il gagne de l'argent. Le prince Laurent ne peut plus faire homme d'affaires. Ici, il est prince, il n'a pas demandé d'être prince, il est né comme ça. Il a une déprime, c'est pas la première. Et il va à l'hôpital. Et on le critique maintenant parce qu'il ferait quelque chose. Mais qui on est pour juger comme ça? Il n'a pas le droit d'être fatigué, entre guillemets, d'être déprimé. On ne sait pas quelle est sa vie. Moi, j'en sais rien. Peut-être qu'il a des gros soucis familiaux, peut-être qu'il en a ras-le-bol de tout ce ramdam médiatique aussi, mais qu'on lui foute la paix. Mais que le palais, assure derrière, c'est tout. Je suis d'accord avec toi. Ça n'a pas été fait. En même temps, il y a quand même, à ce que je pense, le secret médical, et donc on n'a pas besoin de savoir pourquoi il est à l'hôpital. En fait, il apparaît qu'il est dépressif. Et c'est une dépression financière, pas tellement pour les problèmes de... Pas tellement pour les problèmes de la dotation, où effectivement il doit... Apparemment, c'est l'échec de ces deux sociétés, les deux fameuses sociétés qui sont... Ce bâtiment qui est rue d'Arlon pour les énergies renouvelables, etc. Et donc ces deux sociétés sont apparemment au bord de la faillite pour des problèmes... On n'est pas d'accord. On n'en sait rien. Non, ça on le sait. La presse flamande est très claire. La presse flamande, il y a des informations très claires dont les sociétés du prince Laurent qui sont liées à ce bâtiment de la rue d'Arlon sont au bord de la faillite parce que le marché
de la location de bureaux à Bruxelles a fortement bougé et qu'il y a des problèmes de et pour loyer. ça, logiquement, il se Voilà, retrouve dernier comme mot ça. chacun. Le droit médical, parce que ça c'est une matière qui me tient à cœur, le droit médical, effectivement, on ne peut pas le violer. Un hôpital ne peut pas le violer, mais le palais ou le prince d'Oran peut dire lui-même à un moment, voilà ce qui se passe, grosso modo en restant dans la dignité humaine, bien évidemment. Et je suis désolé, à partir du moment où vous faites des communiqués à la mort moelle-neu Pour dire pour bon l'anniversaire de anniversaire, votre femme, eh bien, vous étonnez pas qu'après, il y ait des rumeurs qui circulent et ils donnent eux-mêmes, ils donnent des éléments pour échafauder des scénarios. Entre C'est ça dire qui est j'aime ma femme et ridicule. je suis dépressif, c'est pas la même C'est chose. ça qui est quand même. ridicule. Xavier, un dernier mot. Eh bien, je voudrais que ce soit le dernier. Oh ben parfait, ok, merci Xavier pour cette conclusion. On passe maintenant aux news dont refait l'info. Alors, la première news dont refait l'info, ce sont ces images que vous allez voir. Donc, une délégation économique qui se rend en Arabie Saoudite. Elle est présidée par la princesse Astrid, mais dans ce pays, il y a une coutume. Les femmes doivent porter un habit noir, complètement, qui recouvre le corps, et puis aussi à un moment donné un foulard. Il y a eu une espèce de, je dirais, exception pour notre princesse Astrid. Par contre, toutes les femmes de la délégation, et vous le voyez sur ces images, ont dû porter ce costume. Emmanuel, qu'est-ce que vous en pensez? La grande question, évidemment, qui se pose par rapport, on va dire, à ces coutumes et au fait d'accepter de jouer le jeu, c'est, voilà, on va là-bas pour faire du business, et donc on supplie aux coutumes locales. Donc, est-ce que c'est le business à tout prix? Je pense qu'effectivement, l'argent, à ce moment-là, passe avant toutes les critiques qu'on pourrait formuler. Moi, j'avais une de mes collègues qui y était et qui a dû porter, y compris dans l'hôtel, cette fameuse abaya. Je voudrais juste quand même peut-être rappeler que l'Arabie Saoudite n'est pas un pays où la femme est vraiment mise sur un piédestal. Elle ne peut pas conduire. Et récemment, elle a reçu enfin l'autorisation de pouvoir circuler à vélo. Bravo, bravo. Elle peut simplement le faire dans des parcs. Elle ne peut pas aller faire des courses. Et s'il y a des hommes, elle est priée de rentrer chez elle. Eh bien, c'est ça l'Arabie Saoudite. Et c'est peut-être dommage, au prix de l'argent, de négliger tous ces facteurs. Donc ça veut dire que pour vous, plutôt que d'aller faire du business là-bas, on doit boycotter? Je ne pense pas qu'on doit boycotter, mais on peut aussi discuter. J'aurais aimé qu'il y ait quand même une petite discussion, même informelle, même derrière ces fameux paravents, derrière lesquels les femmes ont dû se mettre, pour qu'on puisse discuter, de se dire, tiens, voilà, en Europe, on fait comme ça, et avoir un échange simplement de culture. Xavier? Je crois qu'il faut respecter la culture locale. Personnellement, ça ne tue personne d'adopter ce costume. Je serais navré que notre ami l'adopte. Non, mais derrière ce costume, il y a quand même, comme dit Emmanuel, le statut de la femme dans ce pays qui est quand même difficile pour nous à accepter. Mais ça, on le sait, alors il ne faut pas y aller. Ok, bon, d'accord, donc on n'y va pas. Oui, c'est une mascarade, effectivement. Là-bas, la femme est un être inférieur. Moi, j'ai été en Arabie Saoudite, la femme est un être inférieur. Voilà. Et cette complaisance que l'on a par rapport à l'Arabie Saoudite, elle n'est pas nouvelle. Il y a quelque chose de très important qui se joue en Belgique. C'est pas nouveau. Si jadis, c'est pas nouveau cette complaisance de la Belgique. Si jadis on a retenu dans ce pays la religion musulmane, c'est pas au nom de grands principes. On l'a fait jadis pour faire plaisir à l'Arabie Saoudite et aux pays pétroliers du Golfe. Okay. Deux, Georges. Attends, je tourne rapidement. Oui, le roi Baudouin a donné les clés du pavillon oriental pour en faire la grande mosquée et a confié la gestion à l'Arabie Saoudite. La conséquence de ça, c'est qu'on a favorisé ici en Belgique, avec toutes les difficultés d'intégration que ça suppose pour les musulmans ou les allochtones de Belgique, on a favorisé l'islam de l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire l'islam le plus rigoriste, ou le pays qui a la vision de l'islam la plus rigide. Ce n'est pas pas l'islamisme marocain plus souple. Donc, dans l'intégration en Belgique, nos rapports avec l'Arabie Saoudite ont une responsabilité extraordinaire. Alors Alain, 30 secondes, on a boycotté rapidement, on a boycotté l'Afrique du Sud. Fallait-il faire la même chose aujourd'hui pour l'Arabie Saoudite? Non, je pense qu'il ne faut pas aller donner des leçons à l'Arabie Saoudite, d'autant plus quand chez vous, et pour aller dans la ligne de ce que dit Michel, vous n'arrivez pas à légiférer et à décréter sur le port du voile, notamment le port du voile à l'école. Donc déjà, vous savez, un peu d'humilité aussi, mais soyons déjà clairs sur nos valeurs à nous. Merci Alain. Ce qui n'est pas le cas. On va terminer cette émission avec un sourire et des images assez, on va dire, étranges. Vous allez voir, c'est un jeune homme qui a filmé sa maman lors d'une crise de somnambulisme et puis il lui montre les images. C'est très drôle. It's a special code. Is it?
Mon fils est somnambule. Oh, c'est magnifique. Là, je crois qu'elle fait la majorette. Okay, here we go. Puis là, il lui montre. My mom's sleepwalking. And what exactly are you doing, man? Come on, Nick. Who is... Oh! It's a special code. Is it? Très drôle. Oh, quelle horreur. Oh my God. And I'm pissed off now. Oh, c'est Come magnifique. on, this is not right. C'est magnifique. Thank you. Eh ben voilà. Thank you very Mais much for that. alors, Also, there's Emmanuel, gonna be une more petite of a surprise video? pour vous la semaine No, that's prochaine. it. On a aussi quelques images de vous en pleine crise de somnambulisme. C'est votre fils qui les a filmées. Mais donc rendez-vous la semaine prochaine pour voir Emmanuel en pleine crise de somnambulisme. Ah, pas Tout de suite, triste. Dominique Demoulin qui elle est bien réveillée, qui va vous parler des dernières nouvelles à propos de ce Boeing qui a disparu. Et nous, on se retrouve évidemment dimanche prochain. Excellent week-end et fin de week-end et dimanche à tous.